Dans le domaine de la posture, il faut imaginer le corps humain comme une tente. Les os seraient les piquets et les fascias seraient les tendeurs. Et donc lorsqu'on retire les tendeurs d'une tente, elle s'écroule, elle retourne au sol. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, bon appétit si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de déjeuner. Ravi de vous retrouver et nous allons nous intéresser ce matin à la bonne santé de nos fascias. Je reçois Hélène Alter-Richman, bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et tous. Alors vous êtes une pharmacienne atypique, on verra pourquoi vous êtes atypique. Vous êtes formée en nutrition et en hygiène de vie, spécialisée en santé ultra personnalisée. Vous aidez, écrivez-vous, les personnes égarées dans la jungle de la santé à trouver la sérénité grâce à leur équilibre sur mesure et sans contrainte. Et vous vous êtes spécialisé sur les fascias dont nous allons parler ce matin et essayer un petit peu d'expliquer aux gens quel est leur rôle. Vous publiez Fascia libérée, santé retrouvée chez Jouvence. Tout commence chez vous par un documentaire d'Arte, les alliés cachés de notre organisme, les fascias. Et alors dans le documentaire, il se posait une question, c'est de savoir quel était le rôle des fascias dans les maux de dos chroniques. Voilà. Il y avait une hypothèse de départ. Et alors, est-ce que les fascias sont responsables de nos maux de dos chroniques ? En partie, oui. Et surtout lorsque le corps médical a cherché dans toutes les directions en vain, la solution peut venir des fascias, en effet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de maux de dos qui sont aujourd'hui inexpliqués. Donc là aussi, ça a amené de nombreux chercheurs à trouver d'autres pistes. Vous, c'est parce qu'effectivement, vous aviez des pathologies aussi auxquelles la médecine allopathique n'arrivait pas à répondre, que vous êtes sorti de l'autoroute ? Disons que non. Là, c'est le hasard qui m'est tombé dessus. Après, reste à savoir si le hasard existe ou non, mais je suis tombée dans la marmite de la santé naturelle, vraiment... C'était par plaisir gustatif au départ. C'était vraiment pour faire une expérience alimentaire qui sortait de l'ordinaire. Et en un mois, j'ai vu presque une trentaine de symptômes disparaître. Donc, je me suis formée pour comprendre ce qui m'était arrivé. Et j'en suis là presque 12 ans plus tard. D'accord, vous avez arrêté les molécules chimiques, ouais. Que je ne prenais pas, en fait. C'était une multitude... Vous les vendiez, mais vous ne les preniez pas. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ouais. Non, en fait, je jonglais d'un symptôme à l'autre, oui, avec des traitements de temps en temps. Et c'était handicapant au quotidien sans être gravissime. Mais voilà, je revis littéralement depuis. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que finalement ce documentaire d'Arte vous a donné envie d'approfondir le sujet ? Je me questionnais depuis quelques années. J'avais moi-même retrouvé donc, la santé grâce à l'alimentation. J'avais croisé des personnes qui avaient retrouvé leur équilibre grâce à l'activité physique, d'autres grâce au contact à la nature, d'autres à la méditation et d'autres domaines. Et je me suis questionnée pour savoir ce qui faisait le lien entre tout ça. Et lorsque j'ai visionné ce documentaire d'Arte, je me suis dit, tilt, là je tiens peut-être quelque chose. Parce que vous n'arriviez pas à répondre à la question, en fait. Non, tout à fait. C'est parce que c'était une question sans réponse. Exactement. Donc vous dites peut-être que les fascias, c'est une réponse à la question que je me pose. Voilà. Alors, je ne prétends absolument pas détenir la vérité, mais c'est une hypothèse qui, effectivement, toutes ces directions dans lesquelles on peut partir pour réussir à retrouver cet équilibre de santé, repose peut-être effectivement sur les fascias. Alors les fascias, il y a ceux qui les connaissent et ceux qui les connaissent pas. Exactement. Alors ceux qui les connaissent très bien. Alors il y a des grands spécialistes, des grands professionnels. En tout cas, il y a des gens qui sont très pointus sur les fascias. Et puis il y a le grand public qui ne les connaît pas, qui ne savent même pas où ils sont placés et dont le rôle est méconnu. Alors déjà, fascia, qu'est-ce que ça veut dire si on fait un peu d'étymologie ? Fascia vient du latin qui signifie faisceau. Donc en fait, c'est tout un réseau de faisceaux, de fibres qui sont tendus dans le corps humain entre les organes. Voilà, on va dire que c'est tout le tissu de remplissage, entre guillemets, entre les organes, vraiment du cuir chevelu jusqu'au bout des orteils. Et ce qui a été montré récemment, c'est que c'est également de la peau jusqu'à l'intérieur de chaque cellule, en fait. Donc c'est partout, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. De la tête aux pieds, on est tapissé de fascia. Voilà. Vous prenez l'exemple de la toile d'araignée.
Voilà, il y a différentes images qu'on peut utiliser, effectivement. La toile d'araignée, alors en 3 dimensions, hein, pas juste celle qui est tendue en 2 dimensions, mais vraiment en 3 dimensions. On peut également utiliser l'image de la barbe à papa. Ça vous parle ? La barbe à papa, voilà, avec ce réseau dense et assez aérien par moment, plus dense vous savez, quand on la prend en bouche et qu'elle se densifie. Donc en fonction des localisations dans le corps, le fascia est plus ou moins fibreux, plus ou moins lâche, voilà, plus ou moins dense ou non. On peut également utiliser l'image de l'éponge, en fait. On verra pourquoi peut-être plus loin. Sur laquelle on appuie et qu'on remplit. Voilà, qui se remplit. Le pamplemousse, sur le reportage d'Arte, ils prennent le pamplemousse avec ses ligaments blancs. Exactement. En fait, c'est cette multitude de couches. Quand on prend le pamplemousse ou n'importe quel agrume de l'extérieur vers l'intérieur, on a l'écorce du fruit, ensuite on a le zeste, puis on a des petites membranes qui vont regrouper d'autres petites membranes qui, elles, contiennent le jus de l'agrume. Donc voilà, c'est cette dimension... oui, certains appellent d'ailleurs les fascias des membranes. Alors je précise qu'on utilise fascia au singulier, au pluriel, donc indifférencié. Alors les tendons, c'est des fascias ? Oui, d'accord. Les tendons sont des fascias et beaucoup d'autres tissus dans le corps. Alors, ce qui peut parler aux personnes, c'est alors les personnes qui consomment de la viande, la petite membrane translucide que l'on trouve autour d'un filet de poulet ou de dinde. Voilà, ça c'est du fascia. Maintenant, le fascia est interconnecté avec tous les organes. Donc en fait, on ne sait plus bien aujourd'hui où commence le fascia, où commence le muscle, où commence le tendon finalement, où commence l'os même. Et alors, je peux citer quelques tissus qui sont du fascia et qu'on cite par moment. Le péricarde autour du cœur, et on peut avoir une inflammation qui s'appelle la péricardite. Le péritoine autour des intestins, on peut faire une péritonite. La plèvre autour des poumons, on peut faire des pleurésies. Les méninges autour de l'encéphale. Voilà, il y a une multitude d'organes qu'on a nommés différemment, mais qui sont du fascia à la base. Pour vous donner alors une idée, c'est présent partout, mais ça pèse dans le corps. Ah oui. Non, mais c'est un tiers du poids du corps. C'est pas du tout un petit organe, hein. Exactement. Ouais. Alors, certains le considèrent comme un organe, d'autres moins. J'ai vu que vous le considériez comme un organe. Voilà, moi je le considère comme un organe, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu le buzz, ça date de 2018, il me semble. C'est récent comme découverte. C'est vraiment très récent. Et c'est vrai que, on va dire, la médecine occidentale ne s'est pas penchée sur le fascia en études de médecine. Les étudiants qui ont effectué des dissections en 2e année incisent le fascia et le jettent, en fait, s'en débarrassent. Et en fait, ça fait peut-être 2 décennies, maximum 3, qu'il commence à y avoir des articles sur l'anatomie, la physiologie et le rôle des fascias. Et là, depuis 10 ans, c'est vraiment exponentiel. Donc, vous parlez d'un retour en grâce des fascias. C'est même une révolution, hein, je pense, oui. Dans la compréhension de ce qu'on a de l'organisme. Tout à fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos vieux cours de sciences naturelles, mais vous aviez un squelette. Tout à fait. Hein, dans la salle de classe qui était là, debout. Il faut imaginer que la représentation aujourd'hui a changé parce que c'est pas le squelette et la peau, il y a les fascias au milieu. Exactement. C'est vraiment un tout autre paradigme. Et certains chercheurs parlent d'un avant et d'un après la découverte des fascias. Certains disent qu'il faudrait brûler tous les livres d'anatomie, de physiologie. Donc, oui, les fascias changent complètement la donne dans l'image que l'on se représente du corps et dans ses fonctions, du coup. On disait tout à l'heure un tiers du poids du corps, mais ça fait 20 kilos au moins chez un adulte. Tout à fait, 20 kilos chez un adulte, même 2 tiers du volume. Donc c'est vraiment impressionnant. Ouais. Alors, alors, la recherche scientifique est en train de continuer d'avancer, mais on ne connaît pas vraiment leur rôle. Ça reste à préciser quand même. Hein. Tout à fait. Là, on en est au balbutiement, on va dire, des découvertes qui vont sans doute exploser dans les décennies à venir. Donc, on connaît quand même quelques fonctions. Alors, il y a des spécialistes dans chaque domaine. Et moi, j'ai essayé un peu de faire la journaliste scientifique qui synthétise tout ça. Et dans le domaine de la posture,
il faut imaginer le corps humain comme une tente, une tente canadienne. Vous voyez ces petites tentes triangulaires. Eh bien, les os seraient les piquets et les fascias seraient les tendeurs. Et donc, lorsqu'on retire les tendeurs d'une tente, hop, elle s'écroule, elle retourne au sol. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pourrait pas, sans les fascias, se tenir debout ou droit. Exactement. On s'effondrerait, comme un château de cartes. On serait vraiment une flaque au sol, littéralement. Oui, tout à fait. Quand j'ai découvert ça, ça m'a stupéfiée. Et, alors, il y a un mot pour ça. La biotenségrité. Oui. C'est ce mot-là que vous vouliez entendre. Alors, ce mot un peu barbare. Oui, on a appris un nouveau mot aujourd'hui. Alors, on y va. Alors, la tenségrité, c'est un concept qui vient de l'architecture. C'est en fait des architectes qui ont imaginé des structures autoportantes, autotendantes. Et on peut voir des images sur Internet. Vous tapez tenségrité, architecture, il y a des dômes, il y a toute forme de structures. En métal, en bois, on peut tout imaginer, avec des segments qui sont rigides et qui sont maintenus en l'air grâce à des tensions. C'est tout un équilibre en fait de tension, de compression qui fait que l'ensemble se tient. Et il y a un chercheur, alors je ne sais plus s'il était physionomiste ou peu importe, mais toujours est-il qu'il a imaginé que notre corps fonctionnait comme ça. Et il s'avère que c'est le cas. Et il a donc créé le terme de biotenségrité, la tenségrité appliquée au corps humain, à la biologie. Voilà, sans ce concept, notre corps s'écroulerait. C'est comme une tente, mais c'est vrai, c'est comme les piquets d'une tente en fait. Vraiment. S'il n'y a pas le piquet, la tente, elle est au sol. Alors non, c'est s'il n'y a pas les tendeurs. Les piquets, ce seraient nos os, et les fascias seraient les tendeurs. D'accord. Vous voyez l'image ? Oui. Et les piquets ne pourraient pas tenir. C'est les élastiques, voilà, en fait. Les élastiques. C'est les élastiques. Voilà. Ouais. Dans une tente, ils ne sont pas élastiques, ils sont rigides, mais voilà, c'est ce principe-là. Sans les tendeurs, les piquets ne tiendraient pas. Alors, quel est le rôle de ces fascias ? Donc déjà, permettre notre posture globale. Ensuite, ils nous permettent de nous adapter à la gravité. Conséquence de tout ça. Ils permettent la mobilité également. Les fascias sont reliés aux muscles. Il y a tout le système de ligaments, de tendons, voilà. Il y a des spécialistes qui parlent de système maintenant, système myofacial. Myo se rapportant aux muscles. Donc ils parlent d'un seul système qui regrouperait les muscles et les fascias. Certains parlent même de système ostéomyofacial, qui inclurait en plus les os. Donc en fait, voilà, il faut vraiment prendre en compte tout cet ensemble. Donc les fascias participent vraiment de nos déplacements, de notre équilibre, de toute la mobilité. Voilà, au niveau mécanique, voilà, les fascias jouent ce rôle indispensable. À noter que les ostéopathes qui nous écoutent les connaissent bien. Bien sûr. Et les utilisent. Bien sûr, c'est le père de l'ostéopathie qui s'appelle Steele, il y a plus de 100 ans déjà, qui évoquait les fascias et qui parlait d'eux en disant que la maladie naît dans les fascias, ce qui veut dire que nombre de solutions viennent également des fascias. Il y a certains points sur lesquels les acupuncteurs aussi maîtrisent. Voilà, donc c'est aussi ce qui m'a passionnée avec ces fascias, c'est que je me suis demandé si c'était pas le tissu qui faisait le lien entre les médecines traditionnelles orientales, comme la médecine traditionnelle indienne, la médecine traditionnelle chinoise, et notre médecine occidentale. Et il se trouve qu'effectivement, les méridiens, alors certains, visiblement peut-être pas tous, mais certains méridiens se trouvent exactement sur les fascias. Dans les fascias. Alors on parle des fascias, de vos fascias ce matin avec mon invitée Hélène Alter-Richman qui publie Fascia libérée, santé retrouvée chez Jouvence. Vous êtes spécialisée dans les fascias. Alors par exemple, on parlait du rôle des fascias tout à l'heure avant la pause. Les fascias par exemple jouent un rôle important dans la cicatrisation. Oui. Parce qu'en fait les fascias ont leur propre rythme. Et ils sont également capables de contractilité, c'est-à-dire de se contracter indépendamment des autres tissus. Et ils vont permettre le rapprochement des bords de la plaie, en fait. Donc, ils jouent un grand rôle dans la cicatrisation. Les fascias sont constitués en grande partie de collagène, d'élastine et d'autres fibres, mais qui vont participer de la cicatrisation. Ils sont très riches en eau. Donc, ils vont permettre aussi l'hydratation des tissus. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est donc tout le milieu qui est compris entre les organes. Et c'est donc dans ce milieu que transitent l'eau, les nutriments, que ce soit les glucides, les protéines, les graisses, les vitamines, les minéraux. Voilà, tout va transiter dans les fascias.
Et donc, une bonne santé des fascias va permettre aux tissus de bien cicatriser, pour les os de bien calcifier, parce qu'ils auront cet apport de nutriments qui leur permettra de se reconstruire. À noter que le fascia est notre plus grand organe sensoriel, avec des récepteurs qui nous permettent de ressentir quoi précisément ? Alors ça a été une grande découverte pour moi, effectivement. Tout ce rôle que jouent les fascias au niveau sensoriel, c'est-à-dire au niveau nerveux, pour faire remonter des informations du corps vers le cerveau. Et c'est donc l'organe le plus richement doté de récepteurs, c'est-à-dire des petites structures qui vont permettre de ressentir ce qui se passe, aussi bien à l'extérieur, et tout le monde connaît les 5 sens, hein, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat. À chaque fois, il m'en manque un. Aidez-moi. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Voilà. Donc, c'est tourné vers l'extérieur. On a ensuite ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire le fait de ressentir la position de notre corps dans l'espace, et ce qui va donc permettre le mouvement. Et ce qui vous permet, par exemple, si vos auditeurs veulent faire un petit test, debout, en fermant les yeux. Alors, avant de fermer les yeux, vous vérifiez qu'il n'y ait rien qui puisse vous faire chuter derrière, mais vous fermez les yeux, vous faites juste un pas en arrière. C'est justement cette proprioception qui va vous permettre de faire ce mouvement sans tomber. Voilà. Et puis, on a une propriété... Alors, certains appellent la proprioception le 6e sens, et on a un 7e sens qui est l'interoception, c'est-à-dire le fait de percevoir ce qui se passe dans notre corps. Et c'est ce qui va permettre au quotidien, enfin même à chaque microseconde, de gérer l'équilibre dans notre corps. On appelle cet équilibre l'homéostasie, aussi bien au niveau chimique. C'est le régulateur du corps. Le régulateur, voilà. C'est le thermostat. Voilà, c'est le thermostat, c'est ce qui va permettre de remonter au cerveau toutes les informations concernant la température, le taux d'oxygène, de gaz carbonique, le taux de sodium dans le sang, voilà, tous ces paramètres-là. Mais aussi tout ce qui se passe au niveau de tension, au niveau de douleur. Et justement, on parle beaucoup des intestins comme notre second cerveau, parce qu'en fait, les intestins sont très peu sensibles au niveau douloureux. Et il n'y a pas de terminaison qui permette de remonter la douleur. C'est comme le foie, finalement. Voilà, exactement. Mais des tensions, dans les cas de ballonnement, par exemple, vont remonter au cerveau et engendrer un sentiment de mal-être. Et donc, ça peut en grande partie expliquer ce rôle de régulation psycho-émotionnelle joué par les fascias. Et il y a des pratiques corporelles qui permettent de mettre les fascias en mouvement, qui permettent de garder cette fluidité, cette élasticité, etc. Et on se rend compte qu'ils agissent également et on voit disparaître des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression. C'est vraiment impressionnant. La nociception. Voilà. Perception de la douleur. Perception de la douleur. Et ces nocicepteurs, ces récepteurs à la douleur, sont en très grande partie contenus dans les fascias. Quel est le lien entre les fascias et notre tissu adipeux ? Alors, on va définir notre tissu adipeux. C'est le tissu gras dans le corps humain. Et il y en a 2 à peu près, en gros. Voilà, il y a la graisse blanche et la graisse brune, sachant que la graisse brune, plus elle est présente, plus elle est associée à des paramètres de santé bénéfiques. Et il se trouve que les chercheurs ont l'air d'accord pour dire que le tissu graisseux est du fascia également. Avec tout un rôle au niveau de sécrétion hormonale, de sécrétion de substances très bénéfiques. Et donc, l'idée, voilà, c'est de gérer cet équilibre-là, ce qui n'est pas une mince affaire. Graisse blanche, graisse brune, est-ce qu'on fait la différence ? Oui, tout à fait. La graisse blanche, c'est celle qui va s'accumuler lorsque l'alimentation est déséquilibrée. La graisse brune, on la trouve beaucoup chez le nourrisson. Et chez l'adulte, on la trouve essentiellement au niveau du cou, des épaules. Et on peut stimuler sa croissance avec certaines pratiques. Alors, je mets un petit peu en garde dans mon livre contre des pratiques trop extrémistes. Il faut quand même avoir une bonne santé pour expérimenter ces pratiques-là. Par exemple, le froid, l'exposition au froid. Alors, c'est bon pour la santé Alors, tout va dépendre du profil de la personne. Moi, vous avez parlé de santé ultra personnalisée. J'utilise cette appellation-là
parce que pour moi, chaque cas est unique. Et donc tous les principes, toutes les recommandations sont à adapter à chaque cas en fait. Donc le froid peut être bénéfique effectivement pour certaines personnes, mais pas pour toutes. Alors quand vous parlez d'exposition au froid, vous parlez de la douche écossaise ou d'autre chose? Alors voilà, la simple douche écossaise agit déjà, tout à fait. Après, certaines personnes c'est l'alternance du chaud et du froid. Du chaud et du froid, voilà. Bon. En y allant très progressivement, voilà, à chacun de doser selon les ressentis de son corps. Certains pratiquent les bains gelés en site naturel. Ouais. Alors maintenant il y a les Iceman, voilà, ceux qui se jettent dans. Ouais, c'est peut-être pas conseillé à tout le monde. Non, voilà. Ouais, c'est vraiment. Alors, certaines personnes réagissent très très bien et d'autres très mal. Donc voilà, c'est à chacun de faire la part des choses. Et puis il y a ce qu'on appelle maintenant des centres de cryothérapie où là la température descend très très bas. Et certains sportifs utilisent ces méthodes-là. Chez les sportifs de haut niveau. Ça permet une meilleure récupération et il y a des effets assez bénéfiques. Maintenant, voilà, à voir selon. Peut-être à long terme, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des effets très intéressants. D'accord, mais quel est l'effet du froid sur les fascias? Ça les stimule, ça fait quoi? Alors oui, ça va les stimuler, ça va augmenter cette graisse brune dont on a parlé, qui est un fascia. Et toutes les études montrent vraiment que la graisse brune est associée à une bonne santé. D'ailleurs, les animaux qui vivent en eau froide sont pleins de graisse brune. Tout à fait. Ça leur tient chaud. Exactement. Finalement. Les mitochondries, très présentes au cœur des fascias, mais alors finalement, eux, ils jouissent d'une reconnaissance que les fascias n'ont pas. Oui. Les mitochondries sont quand même, c'est les stars. Ce sont nos petites batteries internes. Et voilà, dans ce qu'on appelle maintenant le tissu myofascial, donc il y a une grande quantité de mitochondries. Et ces dernières années, on a également montré qu'une bonne santé repose sur des mitochondries efficientes, en nombre, etc. Donc, c'est intéressant de travailler dans cette direction-là. Alors, autre star, le microbiote. Oui. Quel rôle le microbiote intestinal a-t-il sur les fascias? Est-ce qu'il y a un lien? Alors, par rapport aux mitochondries, justement, il y a des échanges entre les deux. Donc, je pense que ce sont des pistes à fouiller encore. Je n'ai pas trouvé énormément d'études qui étudient vraiment ce lien entre les fascias en tant que tissu conjonctif de base et le microbiote. Mais je pense que ça va venir par l'intermédiaire des mitochondries. Alors, quels sont les dysfonctionnements qui sont liés aux fascias? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de... On va parler des plus fréquents. Oui. Il y a déjà simplement des blessures, des coupures, des brûlures, des fractures, les entorses, les tendinites et autres. Donc, ce sont directement des plaies, des effractions dans le tissu facial. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que depuis quelques années, on mobilise beaucoup plus les tissus dans ces moments-là, dans les cas de tendinite et même de fractures. On mobilise les tissus passivement pour faire bouger le fascia, pour que... alors, on n'a pas parlé des déchets du corps. Alors après dans la prise en charge des tendinites, avant on vous déconseillait de bouger, maintenant on vous conseille de bouger. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc c'est vraiment recommandé de bouger, dans certaines situations passivement, mais de bouger quand même, parce que les déchets circulent également dans les fascias et vont rejoindre ensuite le système lymphatique. Donc on a vu cet apport de nutriments, on voit maintenant cette évacuation des déchets, des toxines, et donc le fait de mobiliser, ça va permettre d'évacuer les tissus lésés et de nourrir les tissus comme on en a parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut agir sur nos fascias, nous? Oui, intentionnellement déjà. Dans les dysfonctions, je peux parler également de tout ce qui va être problèmes posturaux liés à des problèmes au niveau du pied. Alors ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que comme les fascias sont tous reliés, il peut y avoir par exemple des dysfonctions au niveau de la bouche, qui viennent de la langue, très souvent, et qui vont agir sur des douleurs dans le dos, dans les membres. Et ça, on ne le sait pas. Et ça, on ne le sait pas forcément. C'est pas forcément lequel. Enfin, tout à fait. On n'a pas forcément investigué sur le point de départ de la douleur. Voilà, exactement. Ça peut avoir des répercussions un peu partout. Dans tout le corps, voilà. Et ça, la médecine traditionnelle chinoise le disait aussi à propos du triple réchauffeur, un des méridiens. Elle montre que des problèmes à un endroit du corps peuvent trouver leur origine à l'opposé, en fait. Et
par le biais des fascias. D'autres dysfonctionnements ? Alors oui, il y a tout ce qui va être donc au niveau postural, problème de scoliose, de lordose, de kyphose. En fait, on pensait que c'était des déformations progressives de la colonne, mais lorsque j'ai lu le docteur Skoutchmine évoquer sa visite à une voisine défunte qui venait de décéder, et c'était une femme qui était avec une très grosse... je crois que c'était une kyphose, elle était très voûtée finalement, et sur son lit de mort, en fait, elle était complètement allongée, sans aucune déformation. Et en fait, on a montré que ces problèmes posturaux viennent de tensions dans le système myofacial et non pas de problèmes de la colonne vertébrale en elle-même. Ce qui fait qu'en travaillant sur les fascias, on voit des scolioses, des kyphoses disparaître. On parle de vos fascias ce matin avec mon invitée Hélène Alter-Richman. Je rappelle que vous publiez Fascia libérée, santé retrouvée chez Jouvence et que vous donnez des formations en ligne aux professionnels de santé, notamment à ceux qui nous écoutent, qui voudraient se former aux fascias. Alors là, les formations s'adressent au grand public, hein. Ouais. Donc il y a des professionnels de santé qui s'y intéressent. Donc je démarre dans ce domaine-là des formations en ligne. Et donc la première formation qui est sortie traite justement des fascias avec des liens vers des sources d'informations, des vidéos qui montrent des exemples d'exercices. Voilà, il y a beaucoup de visuels parce que dans un petit livre, c'était pas possible d'inclure des images. Donc, et on a vraiment besoin de se représenter ce que sont les fascias dans notre corps, en fait. Donc voilà, vous verrez, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Et oui, c'est impressionnant, et d'autant plus qu'on ignorait ce tissu-là ou on le négligeait jusque-là. Et en 2025, arriver à découvrir un tissu dans notre corps, oui, c'est un choc, effectivement. On parlait de la posture avant la pause. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'on appelle les problèmes de réflexes archaïques. Alors oui, les réflexes archaïques, ce sont des réflexes qui se mettent en place durant la vie fœtale et dans la première année de l'enfant en général. Et ce sont des réflexes de survie, en fait, qui vont permettre vraiment au bébé de survivre dans les premiers temps jusqu'à ce que se mette en place une motricité volontaire. Mmh. Donc, beaucoup connaissent le réflexe d'agrippement du bébé. Quand on approche un doigt, hop, il a ces petites menottes qui se referment dessus. Le bébé qui marche tout seul quand on le tient, etc. Et ces réflexes, en fait, sont absolument primordiaux. Et ce qui est important, c'est qu'ils se développent correctement. Et si les fascias sont tendus à cause de stress vécu par la mère pendant sa grossesse, les réflexes peuvent avoir du mal à se mettre en place. Mais lorsque l'enfant est arrivé, il est important que les réflexes soient inhibés, on dit qu'ils sont intégrés, et du coup, lorsque les fascias sont crispés, sont tendus pour diverses causes, qu'elles soient physiques ou psycho-émotionnelles, ces réflexes sont mal intégrés et les conséquences sont immenses au niveau postural, au niveau émotionnel, au niveau même cognitif. Il y a 3/4 des enfants en échec scolaire qui ont des réflexes mal développés ou mal intégrés. Donc à la fois les fascias... Comment on le sait, ça ? Eh bien, en fait, il faudrait que ça soit vraiment vulgarisé, ce bilan des réflexes archaïques chez un enfant à 1 an, et puis au plus tard, aux 5-6 ans de l'enfant, qu'on vérifie que tous ces réflexes se soient bien développés puis intégrés. Et il y a énormément d'adultes qui traînent avec des réflexes posant problème. Et moi, j'en ai fait partie. J'en avais une trentaine qui n'étaient pas OK. Alors, tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de la tente et des tendeurs. Donc, les fascias sont élastiques. Voilà. D'accord. Comment est-ce qu'on agit sur l'élasticité de nos fascias ? Est-ce qu'on peut agir dessus ? Alors oui, on peut agir avec le mouvement. La marche, rien que la marche en fait peut jouer sur ces mouvements d'élasticité. Alors les mouvements, parce qu'en fait on fait toujours les mêmes mouvements et ça c'est mauvais pour les fascias. Voilà, donc il a été montré que les fascias aiment la diversité. Ils aiment à la fois jouer dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Et rappelez-vous, quand vous étiez enfant ou lorsque vous observez des enfants, en fait, ils sont capables d'une multitude de mouvements. Ils sont capables de marcher, de sauter, de courir, de grimper, de se suspendre, de ramper.
Voilà, la liste est longue. Et ce sont des mouvements qui vont permettre au fascia de bouger dans toutes les directions. Alors, une petite nouveauté par rapport au livre, et qu'on trouve dans la formation, c'est que les fascias, en fait, on a dit qu'ils étaient continus. Il y a des chaînes qui sont linéaires et il y en a qui sont spiralées. Et en fait, ces chaînes spiralées, très très peu de nos mouvements du quotidien permettent de les travailler. Donc, alors, ils sont situés où ? Alors, ils sont situés, ils se croisent au niveau des épaules, en fait. Ils se recroisent dans le dos. Enfin, au niveau des jambes également, ils sont enroulés en spirale autour de la jambe. Et donc, va être important de maintenir des mouvements spiralés au quotidien. Ça peut être simplement lorsqu'on a du ménage à faire, par exemple. Si vous avez à nettoyer une surface à votre gauche, allez-y avec la main droite. Hop, vous allez spiraler, et inversement. J'ai mis dans l'information la vidéo d'une femme qui s'amuse à faire des spirales sur des jeux d'enfants, dans les jeux publics, les jeux publics d'enfants. Elle se suspend à des anneaux et elle fait vriller son corps. Voilà, il n'y a pas besoin de matériel plus que ça. Au sol, vous pouvez vous allonger et puis vous tourner une jambe sur la droite et le buste sur la gauche. Voilà, des petits mouvements comme ça, très simples, que les fascias adorent. Et marcher pieds nus. Alors, oui ou non ? Oui. Non, je sais pas, Un autre domaine très important pour moi, c'est ce contact à la terre qui va permettre au fascia de fonctionner correctement. J'ai trouvé des études qui allaient dans ce sens-là, et c'est vrai que nous sommes quand même nés sans chaussures. Nos ancêtres sont nés sans chaussures, et c'est quelque chose qu'on oublie, et ce besoin, en fait, de faire circuler l'énergie électrique. Il y a des électrons qui montent du sol vers notre corps. Nous, ça nous permet d'évacuer des ondes électriques néfastes également. Et c'est très compliqué au quotidien. Les ondes électriques, elles sont autour de nous, il y en a partout. Voilà, transmises par les systèmes à câbles électriques, mais également toutes les technologies modernes sans fil, donc basse ou haute fréquence. Voilà, tout à fait. Les systèmes de surveillance de bébés aussi dans les chambres. Maintenant, des vidéos qui surveillent les bébés aussi, et tout ça fonctionne sans fil, avec Bluetooth et autres, et ça peut être vraiment un problème. Bon, il semblerait qu'il y ait certains profils qui soient plus sensibles que d'autres à la pollution électromagnétique. Mais dans mon livre, en fait, je l'ai ponctué d'interviews de différents spécialistes du monde entier d'ailleurs. Du monde entier, oui. Dans leur domaine. Oui, j'y suis allée au culot. J'ai questionné la plus grande spécialiste italienne, la Carla Stecco. Voilà. Et tout ça pour dire que... Qu'est-ce qu'elle disait sur les ondes ? Alors, à propos des ondes, j'ai interviewé un ostéopathe qui avait fait des tests. Vous savez, ces tables de thérapeutes, les kinés ou autres, sont souvent électrifiées pour permettre de monter et de descendre, pour que le thérapeute puisse travailler aisément, confortablement. Et en fait, il a remarqué que les fascias de ces patients étaient tendus lorsque ils étaient sur la table nue, et lorsqu'il intercalait un tapis de mise à la terre, leur fascia se détendait. Donc voilà, c'est une piste, cette pollution par les ondes électromagnétiques. Donc à voir si vous arrivez à faire des tests, voir si vous vous sentez mieux en vous protégeant. Déjà, pour tout le monde, je trouve que lorsqu'on a une box à la maison, coupez la box la nuit. Essayez de voir dans un collectif si on peut proposer aux autres de faire de même. Voilà, il y a certaines petites choses. Quand on se promène dans un parc, essayez de marcher, s'asseoir et puis mettre les pieds au sol ou marcher pieds nus. Voilà, ce sont des petites habitudes à prendre qui peuvent être lourdes vraiment de bénéfices. Vous avez pris tout à l'heure l'image d'une éponge. Les fascias ont besoin d'être pressés pour que l'eau, les nutriments et les déchets circulent et pour qu'ils puissent se remplir d'eau propre. Alors, comment bien hydrater nos fascias ? Alors, voilà, un autre gros chapitre de mon livre, c'est celui de l'hydratation et de l'alimentation. Donc, bien hydrater ses fascias, c'est apporter une eau qui soit bien assimilable au corps. Et il a été montré que les eaux riches en minéraux ne sont pas forcément très assimilables quand elles sont embouteillées, quand elles sortent du robinet. Voilà, c'est souvent le cas. Donc une eau bien assimilable. Au robinet, elles sont plus pleines de chlore. Donc, ouais. Alors, par rapport au chlore, il y a une petite astuce, c'est de tirer l'eau à l'avance, de ne pas la couvrir, et le chlore va s'évaporer. Voilà, donc faut attendre une heure. Au bout d'une heure, voilà. Ouais, bon. En général, le chlore, on considère qu'il s'est évaporé dans la pièce. Donc voilà, si vous subissez effectivement une eau chlorée, n'hésitez pas à tirer l'eau la veille ou, pour le matin, par exemple. Et sinon, les fruits et les légumes apportent une eau très, très assimilable.
Donc voilà, par l'alimentation, on peut obtenir cette eau-là aussi. Autrefois, moi, ma mère me disait qu'elle nous faisait faire des cures d'eau de mer, ce qu'on appelait le sérum de Quinton. Ce sont des ampoules ou des bouteilles d'eau de mer qui étaient autrefois remboursées par la sécurité sociale. Et on faisait une cure à chaque changement de saison. Et c'est une eau également très, très assimilable. Ça coûte un peu cher aujourd'hui. Voilà, et le problème, c'est que c'est pas donné, l'eau de Quinton. Alors, vous êtes formé à la micronutrition, mais à la nutrition personnalisée. Voilà. Alors, il y a plein de profils. Donc, qu'est-ce qu'on donne à manger à nos fascias en fonction de notre profil ? Alors, moi je dis qu'il y a plus de 8 milliards de profils. Alors, on n'a pas le temps. Terre. On n'a pas le temps de parce qu'il y a autant. C'est ce qui veut dire qu'il y a autant d'individus que de profils alimentaires. Exactement. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Mais on peut définir des grands profils quand même. Des grandes familles. Ouais. Des grandes familles, voilà. Les médecines orientales dont on parlait tout à l'heure, la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, l'ont bien compris depuis des millénaires. Et chez nous également, des homéopathes, des naturopathes ont compris qu'on fonctionnait tous de façon différente. Également au niveau de notre métabolisme, notre façon d'utiliser les aliments. De façon commune, on va dire qu'une alimentation équilibrée, bien sûr, va permettre de nourrir les fascias avec un apport en glucides, la grande famille des sucres qui soient au goût sucré, ou alors tout ce qui est la famille des céréales, des légumes secs, bien sûr les fruits, les légumes. Également les protéines. Et moi, j'ai expérimenté une alimentation végane. Et voilà. Vous êtes un peu réservé sur le modèle. Voilà. C'était pour moi, c'est une alimentation qui est trop restrictive. Voilà, au niveau de la santé. Attention. Au niveau de la santé. Oui. Mais j'ai croisé des personnes qui sont véganes depuis des décennies et qui semblent bien se porter. Il faudrait. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul. Mais vous avez été carencé. Voilà. Moi, je me suis retrouvée en carence. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Tout à fait. C'est que bon, voilà, il faut pas faire n'importe quoi, voilà. et que beaucoup sont aussi bardés de compléments alimentaires. Voilà, exactement. Je me suis formée avec un médecin qui commence sa journée avec une vingtaine de compléments alimentaires. Voilà, moi, je préfère trouver les nutriments dans les aliments. Voilà. Le budget d'une complémentation, je préfère le mettre dans une bonne assiette qui me convient. Mais toujours est-il qu'au niveau des protéines, il faut les imaginer comme des grandes chaînes et que nos enzymes vont découper en acides aminés les parties élémentaires. Et il y a des acides aminés qui sont indispensables à la santé des fascias. Et du coup, qu'on ne trouve que dans les produits animaux. Donc, je pense que ça explique en partie plus, il faut manger de la viande. Alors, pas forcément de la viande. Certains peuvent tirer profit des œufs, des laitages. Voilà. En fonction de chacun, les protéines vont être à dominante animale ou à dominante végétale. Il y a vraiment tous les panels d'alimentation. Moi, voilà, je suis ouverte à toutes les possibilités, mais à partir du moment où on conserve un tout petit peu de produits animaux. Et ça a été montré d'ailleurs qu'ils permettent d'augmenter l'assimilation des protéines végétales, qui au départ n'ont pas une assimilation terrible. Mais voilà, certains profils arrivent à tirer profit quand même de ces protéines végétales, mais si on rajoute une petite sardine ou un blanc d'œuf, on explose l'assimilation des protéines. Et donc les fascias s'en portent mieux. Bien, et surtout, mâcher et insaliver chaque bouchée. Voilà. Vous parlez de l'expérience d'Horace Fletcher. Voilà, c'est le mari de Jessica. Ah, ça c'est très vieux en fait. C'était un. Il n'a rien à voir avec Jessica, mais c'était un. Non, je rigole. Bien sûr. C'était pour ceux qui avaient la référence. Voilà. Et vous avez la référence. Bon. Et c'était un homme d'affaires en fait qui avait plusieurs dizaines de kilos en trop et qui a eu idée de mastiquer et il s'est retrouvé avec je ne sais pas si c'était peut-être 40 ou 50 kilos perdus en quelques mois et il avait créé son régime mastication qui a été repris maintenant et insalivation mais c'est l'insalivation. Et insalivation mais c'est ce qu'on disait mâcher, mastiquer jusqu'à obtenir une bouillie. Voilà, on dit qu'il faudrait boire ces aliments, c'est-à-dire attendre qu'ils aient une consistance liquide pour les avaler et mâcher ces boissons lorsqu'elles sont riches en substances autres que l'eau pour pouvoir digérer tout ça. Et ça permet également, je vous ai parlé de la langue qui peut être mal placée dans la bouche et donc créer de nombreuses dysfonctions. Et en fait, elle est reliée, c'est un ensemble de 17 muscles, elle est reliée par les fascias à nos muscles cervicaux et donc à tout le corps finalement. Donc mastiquer, ça met également en branle tous les fascias dans le corps. Tiens, on n'a pas le temps de parler de la méthode TRE.
évacuer le trauma par le tremblement. Mais j'ai trouvé ça passionnant. Vous verrez dans votre livre, pour ceux qui nous écoutent. Alors, votre livre s'appelle Fascia libérée, santé retrouvée chez Jouvence, vous le montrez. Des formations en ligne pour ceux que ça intéresse. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir quitté vos montagnes pour venir jusqu'à nous. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est pour ça que vous avez bonne mine en fait. Et merci pour les fascias. Voilà, merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.